Nous ne mangeons pas ce genre de choses. Lisez. Voilà exactement ce qu'elle m'a dit. D'un ton calme, poli, même, mais glacial. J'étais encore debout sur le pas de leur porte. Mes doigts serrés autour de la boîte contenant le gâteau au chocolat que j'avais passé tout l'après-midi à préparer. Mon gâteau fétiche, celui que Raphaël adorait quand il était petit, celui qu'il me demandait chaque année pour son anniversaire. Nadine ne l'a même pas regardé. Elle a simplement croisé les bras et répété « Nous faisons attention à ce que nous mangeons. Désormais !» Et puis elle a refermé la porte doucement, sans colère, sans éclat, juste avec cette froideur insidieuse qui vous efface d'un seul geste. Je m'appelle Lise Moreau, j'ai 70 ans. J'ai longtemps été une artisane, une faiseuse de lumière. Comme disait Alain, mon mari. Je fabriquais des bougies parfumées à la main dans un petit atelier attenant à notre maison, à Biarritz. Quand il est mort, j'ai tout repris seul. L'atelier, les livraisons, les comptes. Et j'ai élevé notre fils, Raphaël, en le protégeant de tout. Même de la douleur. Je travaillais tard. Je dormais peu. Je souriais beaucoup. Et je me disais qu'un jour, tout cela porterait ses fruits. Le jour de ses 40 ans, je voulais lui offrir ce que je savais faire de mieux. Un peu de douceur, de tradition, une moment à part. J'ai préparé ce gâteau comme on prépare une offrande. J'ai fondu le chocolat doucement. J'ai battu les œufs à la main. J'ai choisi les meilleures noisettes. Et puis je me suis rendue chez lui, le cœur plein d'une joie discrète, comme celle d'une vieille mère qui se dit qu'elle a encore un rôle à jouer. Ce qui s'est passé ensuite m'a brisée, pas par la violence, non, mais par l'indifférence. Je me suis retrouvée seule sur le trottoir, avec mon gâteau et le vent de décembre dans le dos. Je me suis demandé un instant si je devais frapper à nouveau. Insiste, mais je ne suis pas de celles qui supplient pour rester à table. Je suis rentrée chez moi. J'ai posé le gâteau sur la table de la cuisine. Je me suis servi une tasse de thé et j'ai mangé une part. Un silence. C'était bon, mais ce n'était pas le goût du chocolat qui m'était resté en bouche ce soir-là. C'était celui de l'effacement. Ce n'était pas la première fois que je me sentais de trop, mais c'était la première fois que je le voyais si clairement. Depuis quelques années déjà, Nadine avait pris le contrôle discret de la maison. Elle parlait de limites saines, de priorités familiales, de choix alimentaires éclairés. Et moi, je devenais un poids, une présence gênante, gentille mais encombrante. Pourtant, je n'ai jamais compté, ni les hires surpassés à garder leur fille, Sophie, quand ils partaient en séminaire, ni les repas du dimanche préparés chez moi, ni les enveloppes glissées discrètement quand ils avaient besoin de payer une réparation ou un voyage. J'ai donné parce que je croyais que c'est ce que font les mères. Mais ce soir-là, quelque chose s'est brisé. Ce n'était pas seulement une porte qu'on refermait, c'était une place qu'on me retirait. Celle de mère, celle de grand-mère, celle de femme aimée et utile. Et dans ce vide, j'ai senti naître autre chose. Une colère douce, une tristesse lucide. Et surtout, une promesse que je me suis faite à moi-même. Celle de ne plus jamais frapper à une porte qui ne veut pas s'ouvrir. Le lendemain matin, je me suis levée tôt. J'ai enfilé mon manteau, pris mon carnet de comptes et je suis allée à la banque. Mais ça, c'est une autre histoire. Ce n'est qu'en regardant mon carnet ce matin-là, assise dans le bureau feutré de la banque, que j'ai réalisé l'ampleur de ce que j'avais donné. Ce n'était pas la première fois que je faisais ce genre de compte, mais c'était la première fois que je le faisais pour moi. Avec un œil lucide et sans excuse, j'avais griffonné, au fil des années, des chiffres épars. 40 000 € pour l'apport de leur maison, 7 000 pour les frais de scolarité de Sophie en école privée, 3 000 pour les implants dentaires de Nadine. Parce qu'elle disait que son sourire était son outil de travail,
Et puis les autres choses, les rénovations de cuisine, le carrelage italien, plus hygiénique, les factures EF qu'ils oubliaient de payer, les courses faites en dépannage, les billets de train achetés. En attendant qu'ils me remboursent, je n'ai jamais été remboursée. Je n'ai jamais insisté. Je pensais que ça faisait partie du rôle. C'est fou, tout ce qu'on peut donner en pensant que ça va nous rapprocher, que ça va solidifier un lien, créer un pont entre les générations. Je me souviens encore des week-ends entiers, passés à préparer des plats à congeler pour eux, à garder Sophie quand ils avaient besoin d'eux, souffler, à courir chercher une robe oubliée au pressing, à amener la petite à la danse ou chez l'orthophoniste. Je le faisais avec plaisir. Sincèrement, j'aimais cette idée de me rendre utile. J'aimais ma famille, mais l'amour, parfois, vous rend sourd à ce que vous devriez entendre, aveugle à ce que vous devriez voir. Les premiers signes sont venus en silence. Nadine a commencé à parler de cadre. Elle aimait bien ce mot. Il faut un cadre. Lisait. Puis elle a instauré des règles. Ne pas donner de sucre à Sophie. Ne pas lui raconter d'histoires drôles trop émotionnelles. Ne pas lui apprendre de recettes trop anciennes. Ensuite sont venues les barrières invisibles. Je devais appeler avant de passer, prévenir pour rester dîner, demander si je pouvais offrir quelque chose à la petite. Un jour, elle m'a même envoyé un article sur les grands-parents intrusifs. Avec un clin d'œil, je me suis sentie comme une pièce de musée. Appréciée à distance, mais qu'on préfère sous verre. Raphaël, Louis, ne disait rien. Il avait ce regard gênant, celui d'un homme tiraillé entre deux loyautés. Il me remerciait d'un sourire rapide, mais ne s'opposait jamais à Nadine. Je crois qu'il avait peur de déranger l'équilibre de son foyer. Et moi, je restais là, toujours prête à aider, toujours disponible. J'acceptais les remarques, les silences, les effacements progressifs, parce que je pensais qu'un jour, il verrait, qu'un jour, on reconnaîtrait. Mais ce jour-là n'est jamais venu. Ce que je n'avais pas compris, c'est que plus je donnais, plus je disparaissais. Je n'étais plus Lise, la mère, la grand-mère, la femme. J'étais devenue une fonction, un soutien logistique, une source de fonds, une solution pratique. Je n'étais pas méchante, ni dramatique, juste utile. Et quand on devient uniquement utile, on n'est plus aimé pour ce que l'on est, mais pour ce que l'on apporte. Le jour où j'ai apporté ce gâteau et qu'on me l'a refusé, c'est comme si toute cette vérité m'avait percuté d'un seul coup. Ce n'était pas seulement une pâtisserie rejetée. C'était tout ce que j'étais qui était balayé. Ce n'était pas la première fois qu'on m'éteignait, mais c'était la première fois que je décidais de ne pas me rallumer pour eux. Je ne voulais plus être cette femme qu'on appelle quand on a besoin d'un coup de main, mais qu'on oublie d'inviter au dîner. Je ne voulais plus être celle qui finance dans l'ombre, mais qui dérange dès qu'elle donne son avis. Je ne voulais plus être cette présence silencieuse qui s'excuse d'exister. J'ai compris que j'avais le droit d'exister autrement. Le droit de poser mes propres limites. Le droit d'arrêter de donner sans retour. Assise ce matin-là dans le bureau de Margot, la jeune conseillère bancaire qui n'a pas osé poser trop de questions. J'ai annulé les virements automatiques. J'ai mis fin au paiement du prêt immobilier. J'ai demandé à voir mes relevés sur 10 ans. Et pour la première fois depuis longtemps, j'ai vu noir sur blanc ce que valaient mes silences. Je suis sortie de la banque le cœur battant, un peu étourdie. J'avais peur. Oui, peur d'être jugée. Peur qu'on me dise que j'exagère. Peur de perdre ce peu de lien qu'il me restait avec mon fils. Mais plus fort que cette peur, il y avait une certitude nouvelle. Fragile mais tenace, je méritais mieux. Je méritais d'être regardée autrement que comme une carte bleue à visage humain. Je méritais d'être amée, ou au moins respectée
Et cette certitude-là, je n'allais plus jamais la laisser s'éteindre. Il faisait un froid sec ce matin-là. Un de ces froids qui font craquer les jointures des mains et donnent au gâteau une odeur plus intense, plus rassurante. J'avais passé la veille à préparer mon fameux gâteau au chocolat, celui que Raphaël adorait quand il était petit, celui qu'il réclamait chaque année pour son anniversaire, avec ce regard brillant et cette impatience dans la voix. Même Nadine, avant, en reprenait de part. J'avais nappé le dessus d'un glaçage noir brillant, décoré de copeaux de chocolat noir et d'éclats de noisettes. J'avais noué autour de la boîte une ficelle dorée, comme un petit cadeau. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était ma façon de dire « je suis là, je pense à vous, j'existe encore ». Quand je suis arrivée devant leur maison, tout était calme, trop calme. Pas de rire, pas de musique, pas même une voiture devant. J'ai sonné. 1 fois, 2 fois, pas de réponse. Puis la porte s'est entr'ouverte et Nadine est apparue, vêtue de sa robe beige en lin, les cheveux tirés en arrière, le visage fermé comme une porte qu'on claque. Elle m'a regardée sans sourire, sans chaleur, et a dit simplement « Oh, Lisette, vous n'étiez pas obligée de venir. » Je lui ai tendu la boîte avec le gâteau. Maladroitement, elle ne l'a pas prise. Elle a baissé les yeux d'un ton glacial, a murmuré « On n'en mange pas. Vous savez, trop de sucre, trop de graisse. » Sophie suit un régime équilibré. Je suis restée figée, bras tendus, le cœur suspendu quelque part entre la stupeur et l'humiliation. Puis elle a fait un pas de côté et a ajouté « Posez-le sur le rebord. S'il vous plaît, merci quand même. » Elle a fermé la porte avant que je puisse dire quoi que ce soit. Le claquement a résonné longtemps dans ma poitrine. Je suis restée là quelques minutes, seule dans le silence coupant de l'hiver, à regarder cette porte close, à sentir le poids du gâteau refroidir entre mes mains. Finalement, je l'ai posé sur le rebord du perron, comme on dépose un colis oublié, et je suis repartie. En descendant les marches, j'ai senti mes jambes trembler. Pas de joie, pas d'agacement, juste un vide immense, comme si une partie de moi venait d'être rangée au grenier. De retour chez moi, j'ai allumé la bouilloire, lentement, comme dans un rêve. J'ai sorti 2 tasses, puis je me suis corrigée, 1 seule suffisait. J'ai placé le gâteau sur une assiette, l'ai coupé en parts comme je le faisais autrefois, et j'ai mangé en silence. Chaque bouchée avait le goût de quelque chose qu'on ne partagerait plus. Le chocolat fondait sur ma langue comme fondait, un de moi, l'idée que je pouvais encore faire partie de leur monde. Je me suis surprise à pleurer sans bruit, comme si même mes larmes devaient apprendre la discrétion. C'est peut-être à ce moment-là, la fourchette à la main, le cœur en vrac, que j'ai compris qu'il fallait que ça s'arrête. Pas l'amour. Non, on ne cesse jamais d'aimer ses enfants. Mais l'abandon de soi, la compromission, la manière dont je m'étais effacée au fil des ans, croyant que c'était ça. Être une bonne mère. Le lendemain, je me suis levée tôt. J'ai rangé les tasses, nettoyé les miettes, fermé les volets. J'ai enfilé mon manteau en laine gris et mes gants. Et je suis partie à pied vers la banque. Il faisait encore sombre, le ciel d'un bleu sale. Mais je sentais en moi une lumière étrange, une sorte de calme déterminé. J'avais rendez-vous avec Margot, la jeune conseillère. Elle m'avait déjà reçue la veille quand j'avais demandé les relevés. Cette fois, je suis entrée avec un dossier bien rempli. J'avais listé chaque virement, chaque mensualité, le prêt maison de Raphaël, les cours de musique de Sophie, la location de voiture de Nadine, les assurances santé que je payais. Provisoirement, tout cela allait s'arrêter. Margot m'a écoutée en silence. Par moments, elle hochait la tête, comme si elle comprenait sans poser de questions. À la fin, elle m'a tendu les formulaires. Sa main a légèrement tremblé. Je crois qu'elle voulait me dire quelque chose.
mais elle ne l'a pas fait. Peut-être qu'elle savait que c'était un moment trop intime, trop grave pour être encombré de banalités. J'ai signé une par une, et chaque signature était comme un point final posé sur une histoire qu'on avait trop prolongée. Quand je suis sortie de la banque, il pleuvinait. J'ai levé le visage vers le ciel et j'ai laissé les gouttes me tomber sur la peau sans me couvrir. C'était froid, c'était franc et c'était vrai. Pour la première fois depuis longtemps, je me sentais alignée avec moi-même. Je ne savais pas encore ce que ça allait changer, mais je savais que je venais de me choisir. Enfin, 3 jours après l'épisode du gâteau abandonné, alors que je n'attendais plus rien, on a sonné à la porte. Il était un peu plus de 16 heures et je venais de sortir les madeleines du four. Celles au miel et fleurs d'oranger. Je n'attendais personne. Pourtant, quand j'ai ouvert, c'était elle, Sophie. Elle portait un manteau rouge trop grand pour elle. Ses cheveux blonds ramenés en tresse et dans les bras, elle tenait la boîte en carton que j'avais laissée chez eux. Le gâteau au chocolat. Elle m'a souri, ce sourire timide qu'elle avait déjà enfant, celui qu'elle n'offrait qu'à ceux en qui elle avait une confiance absolue. Elle a tendu la boîte sans rien dire, et moi, je me suis figée. J'avais tellement attendu un geste, un mot, et voilà que ce geste arrivait. Pour désarmant, j'ai pris la boîte et elle a dit simplement « Je savais que tu l'avais fait pour moi. » Papa n'a pas voulu, mais moi j'en voulais. Puis elle a ajouté, en haussant les épaules, « J'ai dit que je venais faire mes devoirs chez toi. » On s'est installé dans la véranda, cette pièce que j'aime tant, avec ses carreaux à l'ancienne, sa lumière douce et ses coussins à fleurs un peu délavés. J'ai posé le gâteau au centre de la table et sorti les madeleines encore tièdes. Elle s'est jetée sur une, l'a croquée et a fermé les yeux. « C'est comme avant », a-t-elle murmuré. Je me suis assise en face, sans savoir si j'avais envie de pleurer ou de rire. On a parlé longtemps. Enfin, surtout elle, comme si quelque chose s'était ouvert en elle. Un barrage cédé. Elle m'a raconté l'atmosphère à la maison. Les repas planifiés, les portions mesurées, l'interdiction des sucres, inutiles, les remarques sur son poids, sur sa posture, sur ses choix. Maman dit que les émotions, ça se gère, pas que ça s'expose, a-t-elle dit à un moment. Et moi, j'ai senti un serrement profond dans ma poitrine. Une enfant de 13 ans, à qui on apprend déjà à se contrôler comme une adulte, à étouffer ce qui déborde. Et moi, je faisais quoi? Je regardais tout cela de loin, en silence, croyant peut-être que ce n'était pas mon rôle d'intervenir. Elle a continué. « Je me sens bien chez toi. Tu sens la cire et la vanille. Tu parles doucement, tu poses des questions. Et puis, t'es pas pressé. » J'ai ri. Pas pressé. C'est vrai, à mon âge. On ne l'est plus. Mais ce que je ne lui ai pas dit, c'est que cette lenteur-là, je l'avais souvent vécue comme une forme d'inutilité. Comme si, depuis que je n'étais plus indispensable à personne, je n'avais plus qu'à attendre. Mais là, en l'écoutant, je me suis sentie utile à nouveau, pleinement, silencieusement, comme une racine solide qu'on oublie mais qui tient l'arbre. On a mangé le gâteau, toutes les deux, une part après l'autre, comme un rituel. Elle m'a parlé de ses lectures, de son envie de faire du théâtre, de ses amis à l'école. J'ai bu ses paroles comme un baume. Quand le soleil a commencé à descendre, elle a dit « Tu sais, mamie, ce n'est pas parce qu'il ne voit pas ce que tu fais que ce n'est pas important. Moi, je vois. » Je crois que je n'ai rien répondu. J'ai seulement posé ma main sur la sienne. Petite, fine, mais chaude et vivante. Et là, tout est remonté, les années de silence, les repas préparés dans le vide, les cadeaux offerts sans retour, les regards fuyants, mais aussi les après-midi comme celui-là, les moments vrais, les âmes qui se reconnaissent.
Depuis ce jour, elle est revenue chaque semaine. Parfois le mercredi, parfois le dimanche. On ne planifie pas trop. On improvise. Elle me raconte ses devoirs. Je lui apprends à faire fondre la cire sans la brûler. Elle m'a même demandé de l'aider à faire une bougie pour sa meilleure amie. Une bleue, au jasmine, avec une mèche torsadée. J'ai senti dans ses gestes la même précision que j'avais quand j'étais jeune. Peut-être qu'un jour elle reprendra l'atelier. Qui sait, ce lien-là, entre Sophie et moi, n'est pas bruyant. Il n'a pas besoin de validation, ni de reconnaissance officielle. Il est là, simple et profond. Et c'est lui qui me tient debout. C'est lui qui m'a empêché de sombrer dans l'amertume. Parce qu'il m'a montré que l'amour existe encore. Pas dans les grandes démonstrations, mais dans la sincérité, dans les petits gestes, dans la présence. Je n'attends plus que Raphaël m'appelle. Je ne scrute plus les messages de Nadine. J'ai arrêté de chercher l'approbation là où il n'y a plus d'écoute. Désormais, je garde mes forces pour ce qui en vaut la peine, pour celle qui vient sans rien demander, pour celle qui me regarde comme une grand-mère, pas comme un portefeuille, pour celle qui me dit parfois, en mordant dans une madeleine, « Mamie, c'est quand que tu ouvres une boulangerie ?» Et moi, je réponds en souriant, « Le jour où tu seras ma première cliente. » Je crois que tout a commencé avec une phrase de Sophie, presque chuchotée, alors qu'elle modelait une petite bougie rose entre ses doigts. « Tu sais, mamie, j'aimerais bien faire une école d'art quand je serai grande. » Mais maman dit que c'est pas un vrai métier. Elle n'avait même pas l'air triste, juste résignée, comme si on lui avait déjà appris à renoncer avant même d'essayer. Et moi, en l'entendant, j'ai ressenti une brûlure familière, celle qu'on ressent quand on sait, au fond, que l'histoire se répète, qu'après avoir vu ses propres rêves mis de côté, c'est maintenant au tour de sa petite fille de devoir faire pareil. Alors ce soir-là, après son départ, j'ai ouvert un vieux classeur bleu que je gardais au fond de l'armoire, là où s'accumulaient les papiers importants, les relevés de compte, les contrats oubliés. J'ai pris une feuille blanche et j'ai commencé à écrire un mot que je n'avais pas utilisé depuis longtemps. Transmission. Mais cette fois, je ne parlais pas de recettes de bougies, ni de gâteaux. Je parlais de choix, d'avenir, de liberté et surtout de dignité. J'ai pris rendez-vous avec Maître Bernard. C'était un homme calme, discrète, avec une voix basse et posée, comme on les aime pour les choses sérieuses. Je lui ai tout expliqué, que je voulais créer un fonds pour ma petite fille, mais que je refusais que ses parents puissent y toucher, que je ne voulais pas d'un geste de vengeance, mais d'un acte de protection, que je voulais garantir à Sophie qu'une chance de choisir, un jour, sa propre route, loin des règles imposées, des restrictions affectives, des injonctions familiales. Maître Bernard a écouté, puis il a hoché la tête, un fonds fiduciaire encadré, avec clause de libération par étapes. Cela se fait. Nous pouvons structurer cela pour qu'elle en bénéficie uniquement à ses 25 ans, avec vérification bancaire. J'ai souri. Pour la première fois depuis des mois, je sentais que je reprenais les commandes. Il m'a proposé un découpage en 3 phases. Une première somme pour financer des études, une deuxième pour lancer un projet professionnel, et une dernière à débloquer uniquement si elle suivait un parcours choisi par elle seule. Pas ses parents, pas moi, elle. Les papiers ont été signés 1 semaine plus tard. J'ai fait transférer une partie de mes économies, celles que je gardais pour les coups durs, comme je disais toujours. Mais cette fois, je n'attendais pas la pluie. Je semais pour le printemps. Et quand j'ai reçu le document officiel avec le cachet du notaire, j'ai ressenti une paix étrange. Comme si, enfin, après toutes ces années à donner sans retour, je donnais autrement, plus intelligemment, plus justement. Mais bien sûr, le silence n'a pas duré.
3 jours plus tard, mon téléphone a sonné. C'était Nadine. Je n'ai pas eu le temps de dire bonjour qu'elle a explosé. C'est quoi ça? Ces trucs de notaire. Tu crois que t'es maligne, que t'as le droit de tout garder pour toi et cette gamine qui te manipule. Tu crois pas que t'exagères un peu? Lisais, c'est mesquin et pathétique. J'ai écouté. Un silence. Pas un mot, pas une justification. Parce que je savais que toute explication serait retournée. Méprisée, minimisée. Puis ce fut au tour de Raphaël. Un message vocal d'abord, puis un appel. « Maman, qu'est-ce que t'es en train de faire? Tu te rends compte à quel point tu blesses Nadine. On est une famille. Tu te rappelles, t'as pas besoin d'aller jusqu'à ces extrêmes. T'as toujours été raisonnable. Là, franchement, ça dépasse tout. Toujours pas un mot sur le gâteau. Toujours pas un mot sur les années de soutien. Rien. Seulement ce ton fatigué, condescendant. Ce temps qu'il prenait quand il croyait que j'allais flancher. Mais je ne flanchais plus. J'ai éteint le téléphone. J'ai fermé les volets et je me suis fait une tasse de verveine. Toute simple. Ce soir-là, j'ai senti que j'étais passée de l'autre côté. Non pas du côté du conflit, mais du côté du choix. Du côté de celles qui ne demandent plus la permission d'exister. De celles qui n'attendent plus d'être validées pour poser leurs limites. Je n'avais pas crié. Je n'avais pas insulté. Je n'avais même pas accusé. J'avais juste décidé, à voix basse, de protéger ce qu'il me restait d'essentiel. Ma paix et celle de Sophie. Le lendemain, j'ai écrit une lettre à Maître Bernard pour le remercier. Et dans l'enveloppe, j'ai glissé une petite photo de moi et Sophie en train de faire des madeleines. J'ai ajouté une ligne au dos. C'est-ci. C'est ce que vous avez aidé à préserver. Merci. Je n'ai pas fêté l'anniversaire de Raphaël cette année, pas comme les autres fois. Pas de gâteau au chocolat, pas de cartes fleuries, pas d'appel à l'avance pour demander ce que Nadine tolère désormais dans son alimentation. Non, j'ai juste posté une simple carte cartonnée couleur ivoire. Sans parfum, sans paillettes. À l'intérieur, j'ai écrit une phrase. Pensez au gâteau. C'est tout. Pas de signature, pas de prénom. Il saurait. Je voulais juste lui rappeler qu'il y avait eu un gâteau et qu'il avait choisi de ne pas y goûter. Le reste du mois, je l'ai consacré à autre chose. Un mois. Je me suis levée un matin avec cette idée soudaine. Changer la cuisine. Cette pièce, autrefois cœur battant de ma vie de mère, avait besoin de se détacher de tout ça. J'ai commencé par enlever les vieux meubles, ceux que j'avais peints moi-même dans les années 90, avec des motifs de fruits qui me faisaient maintenant presque honte. Puis j'ai appelé une entreprise locale. J'ai choisi du bois clair. Un plan de travail épuré, des placards silencieux qui se ferment doucement. Comme s'il chuchotait, on peut recommencer ici. On a même posé une nouvelle fenêtre, plus grande, qui donnait sur la petite cour intérieure. Le matin, la lumière entrait à flot, caressait les bocaux d'épices et les herbes suspendues. J'y ai planté de la sauge, du romarin, un peu de thym citronné. Tout sentait la renaissance. Très vite, les voisins ont commencé à me saluer plus longuement. Un jour, Madame Duhamel du 3e m'a demandé si je faisais encore des madeleines comme autrefois. Je lui en ai porté une boîte. Le lendemain, elle m'a ramené un panier de frais. C'est comme ça que tout a commencé. Je me suis mise à cuisiner davantage, à offrir des parts de gâteaux, des brioches, des biscuits au sésame. Une petite chaîne silencieuse de gentillesse s'est mise en place dans l'immeuble. Les enfants sonnaient parfois, timidement, pour regarder si les bougies étaient allumées. Alors je leur apprenais à rouler une mèche, à verser la cire fondue, à patienter. Le mardi, je tenais un petit atelier au centre communautaire.
Le sourire des enfants valait toutes les reconnaissances jamais reçues. Un jeudi matin, en sortant de chez moi avec un sac de farine à la main, je suis tombée nez à nez avec Céline. Elle portait le même regard rieur qu'à nos 20 ans, mais un peu fané par le temps. Nous ne nous étions pas vus depuis plus de 10 ans. On s'est regardés, silencieuses. Puis elle m'a dit « Tu me dois un café noir depuis 2011. Tu te souviens ?» J'ai éclaté de rire. J'ai répondu « Alors viens, il est encore chaud. » Et depuis, chaque semaine, Céline passe. On parle du passé, de nos maris qui nous ont quittés, de nos corps qui grincent, mais surtout de nos petits plaisirs. Elle m'a offert un vieux livre de recettes pyrénéennes qu'elle gardait. Moi, je lui ai appris à faire des cierges torsadés. Ces instants-là m'ont rappelé qu'il existe une forme de tendresse qui ne juge pas, ne réclame rien, ne vous pèse pas. Les appels de Raphaël se sont espacés. Nadine ne s'est plus manifestée. Et à vrai dire, ça ne m'a pas manqué. J'avais appris à combler ce silence avec autre chose. Avec des voix sincères, des sourires vrais, des gestes sans arrière-pensée. Je ne me suis jamais sentie aussi légère. Parfois, en regardant la lumière glisser sur le sol de la cuisine, je repensais à tout ce que j'avais laissé passer. Les remarques, les oublis, les silences. Mais je ne nourrissais plus de rancune. J'avais simplement décidé de ne plus entretenir ce jardin sec. J'en cultivais un autre, où l'on pouvait pousser librement, même un peu de travers. Et puis il y avait Sophie. Elle venait les dimanches, parfois les mercredis après l'école. On faisait des sablés, on lisait des poèmes, on écoutait Brassens. Elle me racontait ses rêves de théâtre, ses histoires de copines, ses colères contre sa mère. Je n'avais jamais eu l'impression d'être aussi utile. Pas comme une cuisinière, pas comme une nounou, mais comme une présence choisie. Un jour, en me serrant fort dans ses bras avant de partir, elle m'a soufflé. « Tu sais, mamie, quand je suis grande, je veux être une vieille dame comme toi, une qui fait des choses pour elle-même. Et pour ceux qu'elle aime, mais pas pour tout le monde. » J'ai souri. C'était exactement ce que j'aurais voulu dire à moi-même il y a 20 ans. Un matin d'avril, alors que je venais d'ouvrir les volets et que la brise tiède portait encore les senteurs de l'océan, j'ai trouvé une enveloppe crème coincée dans la boîte aux lettres. L'écriture au stylo plume était un peu tremblante, mais je l'aurais reconnue entre mille. C'était celle de Sophie. Elle n'écrivait jamais juste pour donner des nouvelles. Elle écrivait comme on envoie un baiser dans le vent. En l'ouvrant, je suis tombée sur un petit mot à l'encre violette. « Mamie, tu es la raison pour laquelle je sais à quoi ressemble l'amour. » Je suis restée là, debout dans l'entrée, les yeux humides. Ces quelques mots, simples mais vrais, ont balayé en un instant tous les gestes oubliés. Tous les silences glacés de ces dernières années, je n'avais pas besoin qu'on me dise que j'étais utile. J'avais besoin qu'on me voie. Et Sophie me voyait, pas comme la gardienne d'une maison ou d'un carnet de chèques. Elle me voyait comme une personne entière, avec ses doutes, ses douleurs et son cœur à vif. Depuis quelque temps déjà, on avait instauré une tradition. Chaque dimanche après-midi, Sophie venait, peu importait le temps. Peu importait ses devoirs ou les disputes à la maison. Elle arrivait avec son sourire un peu espiègle, un bouquet de marguerites dans les bras, ou parfois juste une tablette de chocolat noir. Et l'envie d'être là. On se retrouvait dans la cuisine. On choisissait une recette. Souvent des sablés à la cannelle ou une tarte rustique aux pommes. Et on cuisinait en parlant de tout. De rien, de l'univers. Après le goûter, on s'installait dans le salon, le chat sur les genoux, et on regardait un vieux film. Elle adorait les dialogues de Romy Schneider, les musiques de Georges Delerue, et la tendresse des histoires à l'ancienne. Parfois, on lisait aussi quelques poèmes d'Apollinaire. Elle aimait particulièrement le pont Mirabeau.
même si elle prétendait ne pas tout comprendre. Ce rituel, si simple en apparence, était devenu notre refuge. Le monde extérieur pouvait bien s'effondrer. Nous, on avait nos dimanches. Un jour, alors que je sortais une couverture du vieux coffre en bois pour nos séances de cinéma, Sophie a remarqué un vêtement soigneusement plié tout au fond. C'était mon manteau en laine beige, tricoté à la main par ma propre grand-mère. Il m'avait tenu au chaud pendant mes premières années de mariage, puis enveloppé lors des longues soirées de solitude, après la mort d'Alain. C'était un morceau d'histoire, une peau de mémoire. Elle l'a pris, l'a passé sur ses épaules et m'a dit en riant « Il est trop grand, mais j'ai l'impression d'être toi dedans. » Je l'ai regardée, longuement. Elle était belle, ma Sophie. Pas seulement de cette beauté de jeunesse qu'on remarque dans la rue. Elle portait en elle une lumière douce, une capacité rare à aimer sans condition. Je me suis approchée, je l'ai aidée à boutonner le dernier bouton. Et je lui ai dit « Alors il est à toi maintenant. Il faut qu'il continue de réchauffer. » Elle a fondu en larmes. Moi aussi. Dans ce moment suspendu, il n'y avait plus de rancune, plus de manque. Juste une transmission, un passage de témoin silencieux entre deux cœurs liés. Depuis ce jour, je n'ai plus jamais douté de ma place. Je n'ai plus attendu l'appel de Raphaël, ni espéré un message poli de Nadine. J'ai cessé de croire que ma valeur dépendait des gestes que j'offrais. Ma valeur, elle existait déjà, et elle brillait dans les yeux d'une petite fille qui savait dire merci sans qu'on le lui demande. Certains soirs, lorsque la maison devient trop silencieuse, je prends une feuille de papier et je commence à écrire. Pas un journal, non, des souvenirs, des recettes annotées à la main, des anecdotes, des leçons apprises dans les larmes ou le rire. Je les mets de côté, dans une boîte en fer blanc. Un jour, je les offrirai à Sophie, pas pour qu'elle les suive à la lettre, mais pour qu'elle sache, pour qu'elle se souvienne qu'elle vient d'une lignée de femmes qui ont aimé fort, parfois mal, mais toujours sincèrement. Ce matin-là, le soleil s'était levé doucement sur Biarritz Centre. Une lumière dorée glissait sur les balcons en fer forgé, les volets bleus à demi ouverts, et les façades claires encore fraîches du printemps. Dans ma cuisine, le parfum du thé à la mauve se mêlait à celui des tartelettes au citron, tout juste sorties du four. Mon vieux char, Aristote, miaulait mollement derrière la vitre embuée de la véranda, réclamant sa place au soleil. J'aimais ces instants de silence vivant, où le monde ne me demandait rien, juste d'être là. Encore, un peu plus longtemps, je me suis assise à ma petite table ronde, celle en bois d'olivier que j'avais gardée depuis mon premier appartement avec Alain. J'ai ouvert mon cahier à la couverture fleurie, celui que j'avais commencé après la dernière fois où j'avais pleuré pour de mauvaises oraisons. Pas pour me plaindre, pas pour ressasser, juste pour laisser une trace. Pour que, peut-être, un jour, Sophie ou quelqu'un d'autre le lise et comprenne que la douceur ne va pas sans clarté, que l'amour, s'il ne sait pas poser de limites, finit par s'épuiser. Dans ce cahier, j'ai raconté mon métier de cirière, un mot presque disparu aujourd'hui. Comment mes mains ont sculpté des bougies en forme de bateau, de cœur, des roses. Comment l'odeur de la cire chaude et des huiles essentielles me tenait debout les soirs de fatigue. Comment j'ai tout donné sans compter, pensant qu'aimer signifiait se rendre disponible à tout moment. Se taire, céder, attendre qu'un jour quelqu'un comprenne et dise enfin « Merci ». Mais ce jour n'est jamais venu. Pas de la part de ceux que je pensais devoir aimer inconditionnellement. Et puis j'ai parlé de la bascule. De ce jour de janvier où l'on m'a dit « On ne mange pas ce que tu fais », comme on referme une porte sur une époque. Ce jour où j'ai compris que si je ne fermais pas la mienne, on entrerait chez moi comme dans une pièce vide, sans frapper. J'énode comment j'ai appris à dire non, sans colère, juste avec fermeté.
comment j'ai regardé mes comptes bancaires, comme on regarde son propre reflet dans un miroir. Fatiguée, abousée, mais encore là. Et comment, pour la première fois, j'ai choisi de me protéger. Mais j'ai surtout écrit sur Sophie, sur cette petite lumière qui, chaque dimanche, venait ranimer mon foyer et mon cœur, sur nos rires partagés devant un sablé raté, sur ses lettres parfumées, à l'encre bleue, sur le manteau beige que je lui ai transmis comme un fil invisible entre les générations. C'est grâce à elle que j'ai compris que l'amour vrai ne dépend pas des titres officiels. On n'a pas besoin d'être une mère parfaite, une grand-mère de vitrine ou une femme irréprochable. On a juste besoin d'être là. Sincèrement, pour ceux qui veulent vraiment nous voir, je ne vis plus dans l'attente. Je ne regarde plus mon téléphone comme un oracle. J'ai planté des herbes aromatiques sur le rebord de ma fenêtre. J'ai appris à faire des petits savons parfumés pour les enfants du quartier. J'ai retrouvé Céline, mon amie d'atelier de jadis, et nos cafés noirs du jeudi matin sont devenus un rituel sacré. On se parle peu, parfois, mais nos silences sont pleins de respect, de mémoire, de cette tendresse particulière qu'ont les femmes qui se relèvent. Aujourd'hui, je ne cherche plus à être utile. Je cherche à être juste avec moi-même, avec mon temps, avec mon cœur. Si vous qui m'écoutez avez déjà eu cette sensation de ne plus compter, d'être là sans être vu, sachez que vous n'êtes pas seul. Il n'est jamais trop tard pour changer la fin de votre histoire, pour dire non, pour dire oui à soi. La bienveillance ne doit pas être un guichet automatique où les autres viennent puiser sans jamais recharger. Elle doit circuler, elle doit revenir. Sinon, elle devient sacrifice. Prenez un instant, regardez autour de vous. Qui vous appelle pour savoir comment vous allez? Sans besoin derrière. Qui vous respecte même quand vous dites non? Ce sont ces personnes-là qu'il faut garder. Celles qui savent que l'amour, c'est aussi laisser l'autre exister pleinement. Alors que je refermais mon cahier, j'ai entendu le bruit d'un vélo sur les pavés. Je me suis levée, intriguée. À travers la fenêtre, j'ai aperçu Sophie, les joues au rosier par le vent, un petit bouquet de lavande dans la main. Elle a sauté du vélo, levé la tête et m'a souri. Un sourire franc, large, lumineux. Puis elle a crié, comme quand elle était toute petite. « Bah, je suis là !» Et un peu plus bas, comme une promesse, « Baoi, converoi !» Oui, c'est vrai, elle était là. Et moi aussi. Merci d'avoir écouté mon histoire. Si elle vous a touché, et si elle vous a fait penser à votre propre parcours ou à quelqu'un que vous aimez, je vous invite à laisser un commentaire. Partagez ce récit avec ceux qui, comme moi, ont parfois été mis de côté. Abonnez-vous à cette chaîne pour découvrir d'autres voix de femmes, d'hommes, de cœurs qui refusent de se laisser effacer. Et surtout, n'oubliez pas, vous avez le droit d'exister pleinement. Pas demain, aujourd'hui.